Bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, deuxième édition. Bonjour May. Bonjour, Enchanté. enchantée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ta démarche artistique? Oui, tout à fait. Je m'appelle May et puis je viens de France. J'ai commencé la danse à l'âge de 10 ans par le classique. J'étais au Conservatoire de Vienne. Ensuite, je suis partie en sport-études au Conservatoire de Chalon-sur-Saône où j'ai obtenu un SEC en danse contemporaine. Après, j'ai été reçue en 2018. Mon Dieu, ça remonte à quelques années déjà. Au conservatoire de danse du conservatoire d'Avignon. Donc c'était au pôle danse et on avait des cours de jazz contemporain plus classique et c'est là-bas où j'ai rencontré en fait Nicolas Zemmour qui était mon prof. Est-ce que le conservatoire de danse correspond à peu près à l'université ici? Plus ou moins, oui. Il est considéré comme un supérieur, en fait, en France. Mais ici, à l'université, comme il y a le cégep en plus au Québec, je pense que c'est à cheval entre le cégep et l'université. C'est après le bac. Nous, en France, on passe le bac à 18 ans. Puis, on a des cours... on a des cours généraux comme français, maths, comme vous qui m'écoutez. Certainement que vous avez eu ce parcours. Puis ensuite, je suis partie 2 ans au Conservatoire d'Avignon où Nicolas était mon prof pendant 1 an, où il nous enseignait le contemporain mélangé avec du ballet. C'était quand même une approche qui était très différente de tous les profs qui étaient quand même très académiques et très basés sur la technique. Et là, ça nous sortait un petit peu des contextes scolaires. Puis après le conservatoire d'Avignon, je suis partie 1 an à Lyon dans un centre chorégraphique parce que ma formation, il me manquait des cours de jazz. Du coup, je suis partie 1 an dans une école jazz où j'ai fait des techniques de Horton et de Graham pendant 1 an. Et après, je suis allée, en 2021, je suis arrivée au Canada à l'école de danse de Québec où c'est une nouvelle aventure qui commençait. Et puis là, je suis actuellement finissant, donc c'est ma dernière année à l'école. Puis voilà, je fais des petits projets par-ci par-là. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà lancé dans la chorégraphie? Je pense que oui. Oui, exactement. J'ai dansé, j'ai été chorégraphe plus interprète à la première édition du, du, du festival de danse contemporaine de Sherbrooke, qui était l'année dernière, à peu près à la même période. Et ça a été vraiment une expérience fantastique, vraiment inoubliable. Est-ce que tu pourrais nous décrire, ça veut dire quoi, chorégraphier, créer, à partir possiblement d'idées, puis comment t'en arrives au mouvement? C'est quand même une sacrée bonne question parce que c'est toujours comme un gros dilemme entre ce qu'on imagine, puisque le corps est capable de faire, parce que bien sûr le corps a des limites, en fait, on ne peut pas aller au-delà de là, même si c'est possible, mais on ne peut pas se retourner les hanches à 360 degrés, ce serait juste improbable. Et pourtant, dans notre imagination, on pense que les rotations au niveau du corps sont possibles. Et parfois, quand on chorégraphie puis qu'on a imaginé certaines choses, c'est un petit peu frustrant de se rendre compte en fait que notre corps il n'est pas capable de tout et pourtant l'imagination il peut déborder et on peut s'imaginer tellement de choses. Je suis passée par ces étapes-là où au début j'avais vraiment pensé ça mental. J'imaginais ça dans ma tête et après je le retranscrivais dans mon corps. Puis après je me suis dit, oula, je pense que là tu demandes trop ou il y a des choses c'est pas possible, on peut pas tout faire. Donc je suis retournée dans plus corps et après l'esprit, même si mon idée était quand même assez établie. Il fallait que je repasse par le corps
puis les idées et tout réorganiser, parce que dans mon corps aussi, ça se réorganisait. Donc, c'est sûr que c'est réorganisation des deux, donc et mental et corps. Et la chorégraphie, c'est vraiment, je pense, et en tout cas sur ce que j'ai travaillé, c'est se comprendre soi-même, parce qu'on est vite envahi par tout type d'informations, qu'elles soient visuelles, au niveau de l'ouïe ou des relations humaines. Puis on se ressente pas vraiment sur nous, en fait, en tant qu'individu. C'est quoi ton essence, en fait? C'est quoi qui tu es, en fait, dans la société? Qui t'aimerait devenir ou pas? C'est comme des petits rêves que parfois on laisse échapper parce qu'on est pris dans ce... On est pris dans la société, dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, faut pas décevoir les parents, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis en fait, on s'oublie nous-mêmes. Et j'avais vraiment envie de retrouver en fait comme mes racines, puis moi, qui je suis. Et je pense que ça retraçait bien ma venue au Canada parce que le Canada, c'est tout nouveau. Je suis venue toute seule. Donc mes parents, moi, sont restés en France. Donc c'est comme se retrouver soi-même, puis d'essayer de reconstruire en fait quelque chose qui est stable en fait sur des bonnes fondations. Et, et effectivement, le mouvement permet, puis la pensée permet en fait d'aller dans ça, puis se retrouver vraiment. Donc danser, parce que tout mouvement peut être dansé, même pour aller chercher une bouteille d'eau ou pour se brosser les dents. Tout peut être vu comme un mouvement. C'est juste, je pense, l'intention qu'on donne, puis l'intention que tu veux faire dans tes gestes. Donc oui, c'était vraiment pour m'enraciner, me retrouver, puis retrouver un petit peu mon petit enfant en fait à l'intérieur de moi qui était tout joyeux, puis qui était super excité d'aller dans un nouveau pays et de faire de belles rencontres. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, les ingrédients de la chorégraphie, de chorégraphier, je veux dire, pas de la chorégraphie, mais de chorégraphier, c'est l'imaginaire, l'imagination visio-spatiale, c'est ça, tu t'imagines ton corps bouger. Il y a l'intuition, puis je pense que j'en ai oublié un que tu viens de dire à l'instant. Se retrouver L'intention. soi-même. L'intention. Ok, l'intention. Est-ce que quand tu chorégraphies, en plus de ces 3 ingrédients-là, il y a d'autres ingrédients que tu utilises dans ta méthode? Oui, c'est sûr. Mais je pense que je m'inspire beaucoup en fait des éléments extérieurs et intérieurs qui arrivent et qui nous arrivent, parce que dans une vie, on traverse tellement de choses que parfois on laisse pas les choses se déposer, puis on enchaîne directement sur quelque chose. À chaque fois que, par exemple, vous prenez une marche, on se rend d'un point A à un point B, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de est-ce que je peux aller juste marcher pour marcher, puis je sais pas où je vais aller en fait? Et puis t'es guidé par juste ton instinct et puis ta spontanéité qui te dit ok, là maintenant j'ai envie d'aller manger une frite, mais en fait ça revient à un point B en fait. Donc t'es parti de chez toi, t'as envie de faire quelque chose, tu vas au point B, mais en fait si tu te dis non, en fait au final tu peux découvrir des nouveaux chemins. Donc c'est aussi, je pense, la spontanéité, les relations que tu peux avoir. Qu'est-ce qui peut t'inspirer? Il y a beaucoup de personnes ou de chorégraphes qui s'inspirent de mouvements qu'on fait au quotidien, et que là, tout d'un coup, ça va se transformer en danse, ou qui vont le remodeler pour qu'il y ait une intention derrière. Donc je pense que ouais, c'est vraiment ça, c'est s'inspirer aussi des autres, et puis de tout l'amour aussi qui nous entoure et qui nous fait du bien. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment complet, là. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y aurait des ouvrages, un artiste, des livres, un compositeur que tu aimerais faire connaître aux auditeurs pour approfondir les concepts que tu développes? Oui, j'ai un musicien en particulier qui m'inspire beaucoup, parce que quand on écoute ces musiques
j'ai l'impression que je rentre dans ma petite personne, puis je deviens empathique bien souvent avec tout ce qui m'entoure, et puis j'ai le goût de pleurer tout le temps, mais c'est un compositeur et puis un pianiste qui est italien, qui s'appelle Ludovico. Excusez si son nom de famille n'est pas avec le bon accent, mais c'est Einaudi, donc Einaudi. Puis il fait... c'est juste magnifique, il faut aller l'écouter. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, Facebook, sur un site internet? Oui, vous pouvez me suivre. J'ai une page Instagram où je poste quand même des vidéos de danse puis des photos. Donc, c'est un tiret du bas, TMHEI. Donc, c'est mon nom de famille et mon prénom qui sont mélangés. Je me suis quand même bien amusée. Puis après, sinon, moi sur Facebook, c'est May Cerquera. Mais je poste pas beaucoup de danse dessus. Je suis pas trop active. Je suis plus là pour Messenger, pour répondre. Mais voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me parler par Messenger. Je répondrai toujours où je serai. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Nous sommes aujourd'hui avec Natsumi. Bonjour Natsumi. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens, puis quel est ton parcours artistique? Oui. Moi, je suis née à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Je suis d'origine japonaise et marocaine. J'ai fait mon entraînement en danse après l'école, pendant le secondaire et le cégep à Montréal. Et ensuite, je suis allée étudier la danse moderne à l'école The Ailey School à New York pendant 3 ans. Puis ensuite, je suis de retour à Montréal. Ça fait quelques années. Puis je me retrouve... à explorer ma voie artistique de plus en plus, non seulement interprète pour d'autres chorégraphes, mais vraiment ce que moi, je vais faire avec la danse. Fait que c'est un nouveau cheminement. Merci beaucoup. Est-ce que justement, par rapport à ce cheminement chorégraphique, ça fait combien de temps que tu crées, puis c'est quoi tes ingrédients de création? Oui, dans mon parcours chorégraphique, j'ai fait plusieurs pièces pour des solos compétitifs, mais vraiment créer une chorégraphie pour moi-même, c'est une toute première. La pièce que je présente au festival, c'est une toute première pour moi, de créer un solo pour moi. Il y avait une œuvre qui m'a vraiment changé la vie, en fait, que j'ai pu créer à New York avec une autre danseuse. C'était en fait ça explorait le dilemme entre être... Moi, je suis musulmane, là, entre être musulmane et danseuse en même temps. Puis j'ai vraiment compris que, on peut comme process des dilemmes intérieurs à travers la danse, non juste performer, mais vraiment interpréter puis refléter sur soi-même. Fait que depuis ce spectacle-là, on dirait que ça a changé comme mon intention derrière la création. Non seulement créer une pièce pour la créer sur une musique que j'aime, mais vraiment, qu'est-ce que je peux faire à travers une chorégraphie pour moi, pour la communauté, pour démêler des choses, pour communiquer, pour... Ouais, en tout cas, c'est vraiment une toute première que je fais un solo pour moi-même. Ouais. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu utilises... ton background culturel pour danser, pour chorégraphier? Est-ce que tu dis, je sais pas, j'imagine des mouvements orientaux ou de la musique orientale du Maroc ou orientale du Japon? Est-ce que c'est quand même des influences assez inédites, là, le mariage entre les deux? C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça revient aussi à mon identité. Veux pas, j'ai grandi à Montréal, fait que je m'identifie beaucoup avec la culture montréalaise. Et autant que oui, je veux tirer des inspirations de ces cultures-là, c'est comme, de base, je me sens vraiment montréalaise avec ces backgrounds-là qui sont différents. Fait que c'est comme si presque, je sais pas si je m'identifie à 100% avec la danse du Maroc parce que j'ai pas grandi avec. Fait que c'est comme si c'était l'inverse. C'est comme si je voulais aller chercher ça pour moi-même, pour comprendre d'où je viens, à la place de venir l'intégrer de l'extérieur. C'est comme si c'est pour moi une recherche d'aller chercher ça. C'est une exploration d'aller chercher qu'est-ce que ces danses-là peuvent m'apporter, puis de mélanger ça avec
comment je me sens ici à Montréal. Puis le style à Montréal aussi contemporain. Là. Ben oui, c'est des influences. Oui, oui, absolument. Et, OK, donc, aujourd'hui, tu vas nous présenter un solo. Oui. Puis, tu es parti de quel thème, quel concept, et comment tu as fait pour les traduire après en mouvement? Oh, très bonne question. Ce solo-là, c'est un solo très, très personnel. C'est un solo qui démêle une autoréflexion, en fait, de l'expérience des enfants d'immigrants et immigrantes nés à Montréal. Ça explore les thèmes comme c'est quoi grandir à Montréal avec ces backgrounds-là qui sont pas nord-américaines. Et en fait, je pense que c'est tellement quelque chose de profond, de trouver son identité puis comment la communiquer. Mon objectif, c'était de briser la distance qu'il y a intergénérationnellement entre notre génération, les enfants d'immigrants de Montréal, et nos parents qui ne sont pas nés à Montréal. Puis de un peu se justifier pourquoi est-ce qu'on choisit ce qu'on a choisi de faire. Souvent, c'est pour s'intégrer ou pour ne pas trop ressortir de ce qui est la norme ici. Fait que ouais, c'est un peu les thèmes de cette pièce-là. Puis mon processus chorégraphique serait, je pense, mais surtout pour cette pièce-là, c'était vraiment de m'asseoir puis de me dire c'est quoi que je veux dire, c'est quoi les thèmes. Puis ça a été quand même un processus profond parce qu'il faut que je me fais face à moi-même. Puis une fois que j'étale en mots, là, comme j'écris sur un papier, vraiment, moi je suis très, très visuelle. Il faut que je prenne des cartons, puis que je les étale, puis que je vois, OK, mon expérience à l'école, mon expérience en dating, mon expérience, je sais pas, avec mes amis, au club, tout ça. Écrire des mots-clés. Et ensuite, j'ai une relation très, très profonde avec le son et la musique. Ça me bouge tellement, ça m'inspire tellement que après je m'en vais chercher des sons, puis soit des sons, des soundtracks atmosphériques pour m'inspirer sur une émotion. C'est quoi l'émotion que je veux attacher à ce que j'ai écrit là? Puis, je pense que je laisse ça jouer dans le studio, puis je commence à bouger vraiment en impro. C'était quand même un challenge pour un solo de faire des choix pour soi-même. C'est difficile de choisir des pas confirmés et finaux pour soi-même, tu sais. Fait que j'étais beaucoup dans l'improvisation, puis choisir plutôt les concepts, les impulses, mes objectifs que je veux communiquer, puis un peu laisser la liberté dans le mouvement pour le moment présent. Mais c'est quand même très, très structuré, là, mais c'est pas toute la pièce qui est absolument chorégraphiée, disons. Ouais. Et j'ai entendu parler de la scénographie. Est-ce que c'est comme je pense que c'est une technique où on peut écrire la chorégraphie. Est-ce que, quand tu dis j'écris d'abord, est-ce que tu écris les concepts? Et est-ce que tu écris la chorégraphie aussi? Ou comment ça fonctionne? OK. À travers... en fait, j'ai eu le privilège de travailler avec 2 dramaturges sur le projet, que eux et elles avaient un arrière-plan très, très théâtral. Puis c'est à travers elles que j'ai vraiment compris que la scénographie, la mise en scène peut jouer un immense rôle sur ton storytelling. Mm-hmm. Fait que moi, en tant qu'interprète pour des années, j'ai pas eu à autant réfléchir... ça veut dire quoi d'être en avant? Ça veut dire quoi d'être en arrière? Ça veut dire quoi d'être à gauche? Puis de faire des choix aussi concrets. Fait qu'à travers elle, j'ai pu développer une affinité envers, OK, c'est quoi que je veux dire quand je suis debout à gauche? Puis pourquoi est-ce que j'y retourne? Pourquoi est-ce que j'y retourne pas? Fait que oui, avec ce travail-là, cette collaboration-là, j'ai pu développer une compréhension à travers... à propos de la mise en scène, en fait. Fait qu'éventuellement, avec mon écriture, c'était comme plus clair, genre, ça se passe en avant de scène, côté jardin, parce que Dieu est là, par exemple. Puis quand j'y retourne là, c'est toujours parce que je veux parler à Dieu. Un exemple. Puis aucune autre raison, parce que c'est vraiment un endroit sacré qui a été fait pour ça. Fait qu'en tout cas,
pour répondre à la question, c'est un Mais mélange. c'est vraiment intéressant. C'est comment occuper l'espace, Oui. c'est comment les concepts. Donc, toi, quand tu danses, tu vois le concept de Dieu ou un autre concept Ouais. qui a telle localisation, puis Oui. tu vas aller interagir avec le concept. Mhm. OK, super intéressant. Écoute, c'est tout nouveau parmi toutes les chorégraphes que j'ai interviewés durant les 3 derniers jours. C'est un nouvel ingrédient dans Cool. la découverte de tous les ingrédients de la chorégraphie. Oui, oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais aimé parler ou sinon j'ai une petite dernière question. Un challenge que j'ai, c'est de aussi d'écrire, de l'écriture en texte, là. L'amplitude de ton texte, c'est quoi ton style de texte? Parce que j'ai beaucoup d'enregistrements sonores vocaux dans ma pièce. Fait que ça a été un challenge aussi d'incorporer autant d'éléments théâtrales qui ne sont pas nécessairement musique. C'est comme s'il me fallait un peu plus d'outils, mais à travers mes collaborateurs et collaboratrices, j'ai pu apprendre. Fait que c'est vraiment un shout-out à tous ces artistes-là qui ont beaucoup à offrir au domaine de la danse. C'est vraiment une collaboration interdisciplinaire là, qui a permis la pièce de fleurir. Mais bon. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des ouvrages, podcasts, artistes, compositeurs, livres que tu aurais aimé faire connaître aux auditeurs pour approfondir les concepts que tu as développés? Oui, mes suggestions sont plus en lien avec les thèmes que je développe, que j'adresse dans ma pièce, c'est-à-dire l'identité d'un enfant d'immigrants et immigrantes en Amérique du Nord, de l'écouter. Puis, Rami Youssef aussi. Il y a une série récente qui est sortie, ça fait déjà 3 saisons. Là, ça s'appelle Rami. Puis aussi, c'est une série télévisée qui touche les thèmes de c'est quoi s'identifier avec lui. Il est égyptien. Puis voilà, c'est ça. C'est quoi ces 2 cultures-là? Puis comment se retrouver? Comment plaire aux 2 cultures? C'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Comment on fait pour te suivre? Est-ce que tu as un site Internet, un Instagram? Oui, j'ai Instagram, c'est It's Nat Bella, donc ITSNATSBELLA. Et ensuite, mon site web, c'est natsumisofiabellali.com, donc NATSUMI, Sophia avec un PH et Bellali, B comme Bob, ELLALI.com. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Et nous sommes avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, quel est ton parcours artistique? Oui, alors je suis française en fait. Je suis arrivée au Québec il y a 13 ans maintenant. Et j'ai dansé avec les ballets jazz. Ensuite, je suis allée danser avec Marie Chouinard. Et j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil aussi. Et donc j'ai un parcours en fait de ballerine à la base et je me suis dirigée vers le contemporain au fur et à mesure de ma carrière. Donc c'est ça. Puis je suis arrivée ici à Sherbrooke il y a 1 an et demi et je suis maintenant la directrice artistique de la compagnie de danse Sursaut. Donc je passe à une autre expérience en fait d'être directrice et je suis chorégraphe aussi, donc je chorégraphie pour la compagnie. Ok, ça fait combien de temps que tu es chorégraphe ou ça date de quand tes premières chorégraphies? Mes premières chorégraphies, c'est pas mal quand je suis arrivée à Montréal, donc il y a 13 ans, peut-être 1 an après, donc il y a 12 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser en fait en parallèle de ma carrière d'interprète. J'avais déjà un désir de chorégraphier, de chercher par moi-même qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer avec mon corps, par le mouvement. Donc ça fait quand même longtemps. Puis même avant ça, je faisais des petites choses de mon côté, mais j'avais jamais présenté un travail sur scène avant vraiment d'arriver à Montréal. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu présentes ce soir? Donc ce soir, je présente Messanka, qui est un solo en fait que j'ai chorégraphié et que j'interprète. Et je me suis inspirée en fait des rituels ancestraux et notamment du cas égyptien en fait, qui est l'énergie vitale et le double spirituel qui apparaît en fait à la naissance de chaque humain chez les Égyptiens en fait. Et
en fait, j'avais envie c'est ça, de travailler sur le rituel, parce que je trouve dans notre société, on est beaucoup moins connecté à soi, à la communauté, d'une autre manière. En fait, on a des rituels comme Noël, etc. Mais on n'a plus vraiment de rituels où on va chercher quelque chose avec notre corps, où on rentre en transe. Il y a certaines personnes qui font des cérémonies ou des choses comme ça, mais dans certaines civilisations, c'était vraiment, ça faisait partie de leur culture, etc. Et avec la pandémie, on dirait que, je sais pas, j'ai eu cette envie de connecter à quelque chose de plus fort, de plus spirituel. Et donc, je suis vraiment allée chercher une danse qui est très énergétique, qui est très physique. Et qui me fait presque rentrer qui me fait rentrer en transe. Donc c'est beaucoup de répétitions. Je travaille sur le mouvement qui se répète. J'ai travaillé aussi la notion de cycle, de l'espace. Donc c'est assez transcendantal presque. Et j'avais envie d'aller chercher justement cette énergie autre pour être pour presque soit reconnecter à fond avec son corps, ou alors à l'inverse de sortir de son corps pour aller vers quelque chose de plus large et plus fort. Et donc c'est assez envoûtant, je dirais, même avec la musique. J'utilise le didgeridoo. Après, il y a une voix qui est là en continu. C'est moi qui ai enregistré ma voix, donc ça fait comme un chant un peu mystique. Et donc c'est ça que je vais faire ce soir. Okay, excellent. Et quand tu dis c'est l'Égypte, est-ce que c'est l'Égypte ancienne, des pharaons? Ouais, c'est à quelle époque? C'est ça, l'Égypte ancienne, les pharaons. Donc c'est vraiment dans leur culture. C'est ça, il y a des siècles et des siècles, enfin des millénaires presque. Est-ce que tu sais s'ils dansaient à l'époque? Je sais pas s'ils dansent. Je sais pas, non, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Mais tu sais, toute l'histoire des offrandes, etc., ouais. Tu sais, ça fait partie ça faisait partie de leur culture. Là, quand ils mouraient, il y avait encore cette énergie qui vivait, et ils devaient leur donner des offrandes pour que cette énergie continue de vivre, en fait. Okay. Donc, il y a un peu tout ça qui m'a intéressée. Et je me suis aussi intéressée à d'autres cultures, mais parce que je voyais que chez les Indiens aussi, ils ont des rituels où ils se roulent par terre. En fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas vraiment, et j'ai fait un peu des recherches comme ça. Et comment tu as fait pour passer de mouvements ritueliques à un mouvement dansé? En fait, on dirait que la danse, c'est du geste, et on fait tous des gestes. Quand on lave sa vaisselle, c'est comme un mouvement répété, et en fait, c'est comme un rituel. Mais en fait, on est tout le temps en train de danser, mais on ne s'en rend pas compte. Mais quand on se dit vraiment danseur, c'est qu'on va connecter au geste qu'on fait, puis on va s'en rendre compte, on va plus l'analyser, ou vraiment avoir une conscience complète de son geste. Donc en fait, je pense qu'on est tous un peu des danseurs malgré nous, mais après c'est sûr que nous, en tant qu'artistes et danseurs professionnels, on va peaufiner ce geste, on va le préciser, on va lui donner une énergie spécifique, on va l'agrandir. Du coup, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, mais... ça répond super bien. Donc, il y a comme l'intention associée au geste. Exactement. Okay. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que tu es allé chercher pour chorégraphier? En fait, moi, quand je chorégraphie, ça dépend vraiment des pièces que je crée. Pour cette pièce-là, mais sans cas, je suis vraiment partie du corps complètement, et j'avais juste l'idée d'un rituel, puis de rentrer dans une énergie. Donc j'allais en studio, j'essayais plein de choses. Ce solo, en fait, ça fait 3 ans que je le travaille, puis qu'il évolue, etc. Et donc j'essaye plein de choses. Je commence par l'improvisation. Ensuite, il y a des choses, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que ce geste veut dire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il traduit mon idée soit du rituel, soit de transcendance, soit de connexion aussi. Il y a beaucoup de la connexion ciel et terre. Okay. Et donc pour ce solo, je suis vraiment partie du corps, puis j'avais pas d'idée en tête, mais après l'or est arrivé, donc j'ai mis un costume, un pantalon en or. Enfin, il y a plusieurs choses qui arrivent petit à petit, puis il y a des choses qui se construisent et qui font qu'après ça donne ça. Mais sinon, pour d'autres pièces, ça peut être une vision que j'ai.
Je vois un tableau dans ma tête et je me dis ah tiens j'aimerais que le show il ressemble à ça. Donc j'ai comme une espèce de c'est comme une vision d'ensemble comme un tableau un peu, et après je me dis qu'est-ce qui pourrait se passer dedans. Après j'ai des idées qui viennent plus de quelque chose de théâtral, et ensuite comment le corps il s'imbrique dans cette idée théâtrale. Mais c'est sûr que le corps il y a une place première dans mon travail. Je vais vraiment essayer de trouver toutes ces possibilités en fait, toutes les possibilités du corps. Mais c'est vraiment bon, c'est-à-dire que c'est un peu comme moi quand je parle, c'est-à-dire je vais parler de manière quasiment automatique, sans intention particulière, puis je vais me poser la question, est-ce que je suis d'accord avec les mots que j'ai utilisés? Est-ce que c'est un petit peu ça, mais avec les mouvements, c'est-à-dire tu vas faire tes mouvements, puis là tu vas t'arrêter et dire, je réfléchis au mouvement que je viens de faire, et est-ce que c'est bien l'intention que j'ai voulu lui donner? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, parce que des fois dans l'improvisation on fait un peu ce qui vient, et après j'essaie toujours d'avoir quand même d'être honnête avec mon thème, enfin d'être vraiment ok, qu'est-ce que je voulais dire avec ça. Mais après d'un autre côté je me dis ok, je pars de cette intention. Imaginons, je sais pas, là je veux être très très joyeuse, puis j'ai envie Attends, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. D'avoir une intention forte, soit joyeuse, soit triste, c'est ça. Et après, je vais laisser mon corps s'imprégner de cette émotion. Donc, ça peut être un peu dans les deux sens, tu vois. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, ça fait 3 ans que tu travailles ce solo. Ouais. Ou du moins que l'idée, elle traîne dans la tête, c'est ça? C'est pas 3 ans tous les jours. Ouais, c'est ça ma question. Okay? Ouais. Quel est le délai? C'est une question que j'ai posée durant les 3 jours. Est-ce qu'il y a un délai de latence entre je construis mon idée, je construis l'aspect un peu pictural, esthétique, puis j'en arrive au mouvement? Je comprends pas bien ta question, dans le sens que tu veux dire j'avais l'idée d'abord en tête, oui. Et ensuite quand est-ce que le mouvement il est créé vraiment? Oui. Bah, tu sais, dès est-ce le que moment... c'est parallèle, ou est-ce qu'il y a un temps, est-ce que c'est décalé dans le temps, les deux? Ouais. Bah, pour ce solo, c'était vraiment ensemble, parce que c'était en fait, j'ai créé ce solo pour le festival de danse servie au volant de Nicolas Zemmour il y a 3 ans. D'accord. Et donc je me dis ok, je vais créer un solo, ok, j'ai envie de travailler sur le rituel, donc ok, let's go, je rentre en studio. Puis là, j'étais en studio tous les jours pendant, je sais plus, 1 mois, quelque chose comme ça. Et j'avais donc créé une première base, disons. Mais en fait, une œuvre chorégraphique, on dirait que ça évolue tout le temps. Si je la danse encore dans 5 ans, je te dirais, ça fait 5 ans que je travaille sur ce solo, mais c'est juste que ça évolue, parce qu'on dirait que, en fonction de... on vieillit, on évolue, on change, notre corps il change, nos idées changent. Donc on dirait que ça évolue tout le temps, en fait, une œuvre. Et, mais pour cette œuvre-là, j'avais mon idée et je suis tout de suite rentrée en studio, puis ça s'est tout de suite incarné dans mon corps, en fait. Okay. Ouais. Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais une suggestion d'artiste, de podcast, de compositeur, livre que tu aimerais faire connaître aux auditeurs pour approfondir les concepts que tu développes, puis ta chorégraphie? Oui, il y a un podcast que je conseille parce que c'est mon podcast en fait, qui s'appelle L'envers des corps. Donc c'est un podcast sur la danse. J'interviewe des artistes de tous horizons, de toute nationalité, de différents styles. Et je vais vraiment avoir une conversation intime avec eux. J'essaie de leur poser des questions sur leur démarche, leur vie en tant qu'artiste et interprète. Donc ça, je trouve ça super inspirant en fait, parce qu'il y a des artistes qu'on côtoie un peu dans le milieu, puis on se demande tout le temps qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, etc. Puis là, on rentre vraiment dans l'intime, on découvre ces personnes-là, et je trouve ça super inspirant. Moi, j'apprends beaucoup, et j'imagine que les auditeurs apprennent aussi beaucoup. Okay. On le trouve sur quelle plateforme? En fait, on peut trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, en fait, sur la majorité la majorité des podcasts. Parfait, excellent. Donc c'est ça. Et sinon, des compositeurs de musique, moi j'écoute vraiment des choses très très variées. Donc j'adore la musique classique, j'adore la musique baroque, j'adore aussi la musique électronique. Je sais pas trop quoi conseiller en fait, par rapport à la musique. Moi, je travaille beaucoup avec un de mes compositeurs qui s'appelle Blaise Barboën Léonard,
qui est super inspirant. Mais sinon, après, je sais pas, j'ai l'impression que je m'inspire beaucoup des gens, de la vie autour de moi, dans les musées. J'aime beaucoup aller dans les musées. Quand j'étais à Montréal, j'allais quand même souvent à l'Arsenal, au Musée des Beaux-Arts, au MAC. Je pense que... Puis en allant voir des spectacles aussi, en allant voir les autres, je pense que je m'inspire beaucoup. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Et comment on fait pour te suivre? Est-ce que tu as un Instagram, un site internet? Si on veut suivre Morgane Letiec, c'est juste Morgane Letiec, mon Instagram. Puis si on veut suivre la compagnie de danse sursaut, parce qu'on fait des spectacles jeunesse, en fait, jeune public. Donc ça, c'est bien pour toutes les familles ou même adultes, parce qu'en fait, les spectacles jeunesse, ça s'adresse aussi à tout le monde. On peut aller sur le site www.sursaut.ca. Et voilà, donc c'est deux plateformes où on peut suivre un peu mon travail. Instagram, il y a aussi Instagram Sursaut, et compagnie de danse Sursaut, et sinon Morgane Letiec. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Merci. Et bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Bonjour Joanie. Bonjour Kevin. Enchantée. Enchantée. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours artistique? Oui, moi je viens de Sherbrooke, je viens de la région. J'ai commencé à faire de la danse au niveau loisir quand j'étais petite, ballet classique. Ensuite, adolescente, j'ai commencé à faire du jazz. Je pensais pas en faire une carrière, j'ai jamais eu le corps pour pouvoir faire carrière en danse. Mais quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu la piqûre, donc j'ai continué, j'ai fait mon bac en éducation à l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai suivi des stages en Jazz Simonson avec Lynn Simonson, celle qui a développé la technique. L'été, je partais pour aller en stage aux États-Unis pour avoir ma formation en Simonson. Puis c'est ça qui me permet maintenant d'enseigner cette technique-là au Cégep de Sherbrooke. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous décrire le programme du Cégep ou le curriculum? Oui, le Cégep de Sherbrooke offre un programme préuniversitaire de 2 ans. C'est un programme qui ouvre à toutes les portes, un peu comme un sciences humaines ou un arts, lettres et communications ou un autre programme préuniversitaire du même type. On offre aussi le double deck pour ceux qui veulent faire les sciences en même temps que faire la danse pour aller en sciences après à l'université. Donc, c'est un programme qui forme le danseur, mais pas nécessairement pour aller au professionnel après. C'est vraiment au choix de l'étudiant. Là, nous, on a à peu près 30 % qui veulent poursuivre en danse, puis 70 qui le font juste pour le plaisir, puis qui poursuivent dans un autre domaine après. OK, merci beaucoup. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est est-ce que tu as des ingrédients, techniques, méthodes pour chorégraphier? Et comment tu pourrais nous expliquer un peu le chemin ou le processus de chorégraphier? Quand je chorégraphie, souvent, je vais avoir une idée de thématique ou d'un sujet qui me touche, que je veux aborder. Ensuite, je fais de la recherche musicale. Comme j'enseigne, souvent, je n'ai pas la chance de faire affaire avec un compositeur qui va composer pour moi. Alors, je dois chercher ma musique. Puis, une fois que j'ai trouvé la musique, là, en jazz, on s'inspire beaucoup de la musique pour chorégraphier le mouvement. En contemporain, on va souvent avoir des chorégraphes qui font l'inverse, qui chorégraphient le mouvement et qui demandent au compositeur de créer une musique qui fonctionne avec cette gestuelle-là. Moi, c'est souvent la musique qui va inspirer mon mouvement en lien avec ma thématique. Je vais faire des séances d'improvisation pour essayer de trouver des mouvements qui vont refléter exactement ce que je recherche comme message, soit émotionnel ou dans la forme du mouvement. Puis ensuite, je vais faire des compositions à l'aide de ces mouvements que j'ai trouvés pour créer quelque chose. Puis je dois toujours avoir en tête la force, le niveau des danseurs qui vont les exécuter, ces mouvements-là. Donc, je dois adapter en fonction de la clientèle que j'ai devant moi parce que j'ai des étudiants de différents niveaux. Ben oui. Et j'ai déjà vu une de tes pièces et il y a vraiment beaucoup de danseurs sur scène. Oui. Comment tu fais pour visualiser ça, d'un point de vue d'un spectateur, de se dire, OK, je vais mettre tel mouvement, combien de danseurs à tel endroit, à l'avant-scène, à l'arrière-scène. Comment tu fais pour visualiser ça?
Ça se développe avec la pratique parce que au tout début, chorégraphier pour des groupes, c'était un très grand défi pour moi parce que j'étais plus habituée de créer pour mon corps et sans nécessairement penser à comment je vais transmettre ça à un groupe de 20 danseurs ou de 15 danseurs. Donc, c'est avec la pratique que ça se développe parce que maintenant, je suis capable de visualiser dans l'espace, qu'est-ce qui va être beau, surtout les canons, les jeux de groupe, les solos, les duos, les trios, gérer le groupe comme ça. Mais c'est avec la pratique, c'est avec les danseurs qu'on l'expérimente. On fait des sections chorégraphiques qu'on teste en studio. Puis je vérifie, je filme, je prends du recul. J'ai la chance souvent de ne pas danser dans la création, donc j'ai un œil externe. Parfois, les chorégraphes n'ont pas cette chance-là, ils dansent dans leur création, ce qui doit être tout un défi. Moi, j'ai la chance de pouvoir toujours observer ce que j'ai créé. Donc, je peux faire des modifications au fur et à mesure. Puis, les étudiants sont très réceptifs à cette forme de travail-là parce qu'ils sont vraiment impliqués. Quand on fait des tests puis que je leur dis, ah ben là, cette fois-là, essaie-le dans un trio, pars 2 comptes après, fais-le à gauche. Ils voient l'évolution de la chorégraphie. En même temps, ils peuvent dire comment eux, ils ont perçu le mouvement. Puis quand ils visionnent aussi avec moi la vidéo, ils peuvent me dire « Ah oui, ça, c'est intéressant » ou « Ah, cette partie-là, on voit qu'il y a du travail à faire. » Puis des fois, c'est chorégraphique, des fois, c'est au niveau du synchronisme. C'est ça la difficulté avec les gros groupes, travailler la synchronicité. Mais c'est un beau travail d'aller-retour avec les étudiants, avec les danseurs. Merci. Et puis moi, ce qui m'impressionne, c'est toujours quand il y a le groupe qui fonctionnent de la même manière, qui font les mêmes mouvements, puis d'un coup, il y a comme une séparation dans le groupe. Il y a comme un danseur sur 2 qui fait un nouveau mouvement, puis qui se sépare. Ça, comment vous faites pour imaginer ça? On essaie souvent d'aller dans des contrastes. Ce qui est intéressant dans un groupe, quand on fait des jeux avec les danseurs, c'est de jouer avec les contrastes. Si j'ai un groupe qui danse des mouvements qui sont très hauts dans l'espace, je vais pouvoir aller utiliser des danseurs qui vont faire un mouvement bas pour faire un contraste. Tous les contrastes sont super intéressants pour l'œil. Puis les contrastes aussi de rythmique. Donc, si j'ai un mouvement qui est très, très rapide, juste le fait de détacher un danseur ou quelques danseurs pour les ralentir, ça va être extrêmement efficace au niveau visuel. Donc, on joue toujours avec les contrastes de direction de corps aussi. J'ai des danseurs qui sont tous dans une direction. Je vais aller changer la direction du mouvement pour une partie du groupe. Tout ça, c'est hyper intéressant. Puis, l'œil aime quand les lignes sont belles, quand les lignes sont claires. Quand on travaille avec un groupe, il faut vraiment penser à ça, qu'on veut que ça soit très précis, très défini comme gestuel pour que les effets de groupe soient réussis. Donc, c'est là que la synchronicité entre en jeu puis qui est super importante. Merci beaucoup, Joanie. C'est vraiment des nouvelles informations qu'on a aujourd'hui par rapport à toutes les autres chorégraphes. Donc, cet aspect parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chorégraphes qui chorégraphiés pour des solos ou des duos. Puis là, tu apportes l'aspect groupe de plus de 4-5 personnes. Vraiment intéressant. Est-ce que, on arrive à la fin du podcast, est-ce que, quelle suggestion aurais-tu pour les auditeurs intéressés par la danse? Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller s'entraîner, de tester, de s'inscrire dans un programme de danse, de l'essayer. Parce que moi, pour avoir vécu la déception un peu, ou pas la déception, mais plus la pensée que j'ai pas ce qu'il faut pour devenir danseur, ça m'a beaucoup empêché dans ma vie de pousser. Alors que je vois que de le vivre, même si c'est pas pour devenir danseur professionnel, c'est intéressant, c'est une expérience incroyable. Puis je vois mes étudiants et étudiantes qui sont sur scène dans des spectacles comme ce soir, puis je suis fière d'eux. Puis je sais que la majorité vont étudier en autre chose à l'université, mais ils vont avoir vécu ça jusqu'au bout, leur passion. Ils vont l'avoir dans leur cœur et dans leurs souvenirs toute leur vie. C'est des expériences incroyables. Puis étudier en danse, ça transforme quelqu'un. Ça transforme l'esprit, l'ouverture à tout ce qui est artistique, culturel, ça développe la sensibilité. C'est vraiment intéressant, ça te connecte à toi-même, à ton corps, puis à tes émotions.
Je pense que ça peut être super positif pour n'importe qui de danser, de l'expérimenter, même si on pense des fois qu'on n'est pas capable. C'est pas vrai, tout le monde peut danser, puis tout le monde peut avoir du plaisir à le faire. Quel beau message espoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Et nous sommes avec Farah aujourd'hui, qui est bénévole. Bonjour Farah. Bonjour, Ça va bien? ça va bien. Bon, donc tu es bénévole au festival depuis 2 ou 3 jours. C'est ça, exactement. Comment ça se passe, comment ça se passe être bénévole? Être bénévole, en fait, c'est donner de son temps pour des missions annexes qui aident à la vie du festival. Donc ça peut être vraiment très varié en fonction des festivals et des missions qu'on nous donne. Là, pour ce festival-là, on s'occupe surtout du merchandising et puis on parle avec les gens, on leur explique ce qui va se passer pour ceux qui passent au parc Jacques-Cartier et qui se demandent ce qui se passe. Voilà, on leur explique, on leur donne envie de venir, on essaye en tout cas de leur donner envie de venir. Et puis voilà, on s'occupe aussi de vendre des hoodies, des t-shirts, des livres pour un petit souvenir du festival. Ok, excellent. Ben oui, parce qu'on est à Sherbrooke, au Lac des Nations. Puis le stand de bénévoles, il est situé à côté de la scène. De la scène, exactement. Et pourquoi le festival de danse? Pourquoi on aurait pu être bénévole pour d'autres activités? C'est vrai. Je suis souvent bénévole pour d'autres activités aussi, en fait. J'en fais pas mal. Et pourquoi la danse? Parce que la danse, j'ai aussi un coup de cœur, on va dire. Moi, je travaille pour une compagnie de danse, donc je danse pas. Je m'occupe de la communication pour une compagnie de danse. Mais voilà, c'est un univers que je connaissais pas vraiment il y a quelques années, que j'ai appris à découvrir et qui me touche d'une autre manière que d'autres arts, que la musique. La musique, j'adore aussi, mais ça me touche pas de la même manière. Et c'est une belle découverte. Et puis j'aime aussi aider des jeunes festivals qui se lancent et qui ont besoin de mains, de bras et de gens motivés pour lancer les choses. Et oui, puis pour les auditeurs, en ce moment même, on voit les danseurs à côté de nous qui sont en train de s'entraîner parce que le festival commence dans 15 minutes. C'est ça, on a du Britney qui commence à jouer là. Ils se chauffent, les danseurs. Et justement, comment c'est le contact bénévole-danseur? Est-ce que le contact se passe bien? Est-ce que c'est fluide? Oui, le contact se passe très bien quand on se croise. On ne se croise pas forcément toujours parce que nous, on est vraiment là plus en amont pour vraiment donner de l'information aux gens, vendre les goodies et tout. Mais quand on parle avec eux, ça se passe super bien. Ils sont contents. On est aussi là pour les aider en cas de besoin et en cas de problème, ou là pour les appuyer aussi. Donc, non, c'est une belle synergie entre tout le monde. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime le bénévolat. C'est que on est tous dans une bonne vibe et on est content d'être là. Et on est là parce qu'on a envie d'être là. On a envie de donner notre temps. Et c'est ça qui est cool. Et comment tu fais pour trouver, donc là, si par exemple pour la 3e édition du Festival de danse de contemporaine de Sherbrooke qui va être fait l'année prochaine en août, si j'ai envie d'être bénévole, comment je fais? Eh bien, souvent, il y a des posts sur les réseaux sociaux ou sur le site internet aussi. Souvent, il y a une rubrique bénévole ou appeler directement pour avoir des informations. Il y a vraiment pas mal de canaux différents pour devenir bénévole quand on a envie. Rencontrer les gens, appeler ou même se renseigner sur Internet, envoyer un petit mail ou remplir directement le questionnaire. Et est-ce qu'il y a des missions qui sont associées à ta candidature? Par exemple, moi, j'ai envie d'être proche des artistes, moi, j'ai envie de vendre, j'ai envie de parler aux marchands, aux passants, je veux dire. Oui, c'est ça. En fait, souvent, dans les questionnaires pour être bénévole, on nous demande un petit peu ce qu'on aime et puis ce qu'on sait faire aussi, ce qu'on a déjà fait. Pour qu'on soit le plus utile possible puis qu'on se sente aussi le mieux. Bon, tous ne font pas ça, mais la plupart des festivals le font. C'est vraiment que chacun ait sa place et se trouve bien et à l'aise dans la place qu'on lui donne et qu'on lui offre. Voilà, c'est vraiment un échange entre la personne qui donne de son temps et puis les gens qui organisent et qui sont contents que quelqu'un donne de leur temps, donc ils ont envie qu'il soit bien pour revenir l'année d'après, quoi. Mais oui, puis moi aussi, je suis bénévole, donc on peut même faire des podcasts quand on est bénévole. Exactement, on peut faire des podcasts, on peut faire de la communication, on peut faire plein de choses. Excellent, donc c'est une expérience vraiment très agréable et on vous recommande d'être présent pour l'année prochaine au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 3e édition. Oui, on est une belle équipe, il faut venir. Merci beaucoup, Farah. Merci.